Pour la présente manifestation, quelques étudiants du Master 2 droit de l'activité agricole et de l'espace rural vont donc nous présenter le fruit de leur réflexion relative à l'agriculture en Europe, vue non pas comme un objet, mais comme un moyen de l'action publique européenne en matière d'attractivité des territoires. Dans cette perspective, ils analyseront les instruments juridiques, mais aussi économiques de la politique agricole commune, actuelle et à venir, en rapport avec l'alimentation, l'environnement et le développement rural. En amont, et au regard du calendrier en cours, nous vous proposons un temps d'introduction destiné à rappeler le contexte général de négociation de la réforme de la PAC, laquelle devrait être tranchée cette année. Auparavant, quelques mots sur le déroulé des travaux. Tous volontaires, nos étudiants ont mené un patient travail d'analyse. Il aura fallu, eux et nous, distiller bien au-delà du cahier des charges pour recueillir l'essence finale du produit qu'on vous laisse tout le soin d'apprécier. Quant à la méthode, il leur a fallu baliser le sujet, suivant le fil conducteur de l'attractivité des territoires vus par la PAC. Il leur a fallu également rechercher les références scientifiques et par là, partir de bases juridiques recommandées, les dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou encore les règlements de la PAC 2014-2020. Ils ont surtout dû donner une dynamique à la réflexion pour établir comment la PAC appréhende l'attractivité des territoires par les entrées de l'environnement, de l'alimentation et de la politique de développement rural. Ils ont dû également pointer les forces et les faiblesses dans l'action de l'Union européenne, ou encore envisager l'articulation qui s'organise entre l'échelon européen et l'échelon local. Tous en conviennent à relever que la PAC ne fait pas sciemment le lien entre chacun des paramètres énoncés et l'attractivité des territoires. Partant, on s'interroge pour savoir si l'attractivité des territoires a bien lieu d'être téléguidée au niveau de l'Union européenne via son dispositif agricole. S'agissant d'éléments en marge de l'activité de production agricole, l'attractivité des territoires dans ses volets environnementaux, alimentaires et de développement rural a-t-elle lieu d'être appréhendée en tant que telle par la politique agricole commune? Pour terminer sur les aspects méthodologiques rencontrés par nos étudiants, d'autres écueils, dirons-nous plus classiques, ont encore été surmontés, à savoir qu'il fallait structurer, bâtir un plan cohérent. Il fallait aussi rédiger un texte écrit, lequel sera d'ailleurs laissé à disposition dans les prochains jours, à partir de communications qu'on vous fera. Tout cet imposant travail s'est accompli depuis le mois de septembre dernier dans les conditions qui sont les nôtres à l'université et que vous pouvez constater aujourd'hui même. Nos étudiants ont dû s'habituer à mener des cyber-recherches et à travailler par écran interposé. Pour ma part, j'ai eu un immense plaisir à suivre ces travaux et à œuvrer pour une bonne cause, celle de la transmission des savoirs et des savoir-faire. Merci à vous, chers étudiants, de vous être prêtés à ce noble exercice intellectuel d'apprentissage de la démarche scientifique, en vous souhaitant qu'il vous accompagne le plus loin dans la durée. Alors sur le fond, l'ensemble des réflexions qui ont été menées interrogent sur le rôle de la politique agricole commune pour assurer le maintien d'un milieu rural vivant. La PAC est traditionnellement présentée comme la plus ancienne des politiques européennes, suivant ce que m'a dit dernièrement un étudiant, un peu comme une vieille dame qui porte la mémoire de la construction européenne. L'intérêt que l'Europe verte porte aujourd'hui aux territoires ruraux en Europe se conçoit au regard d'un double constat. Premièrement, les zones rurales représentent 80% du territoire de l'Union européenne, soit 50% de la population européenne. L'agriculture reste quant à elle l'activité principale de ces territoires et certaines activités ne peuvent avoir lieu qu'en zone rurale. C'est le cas de l'élevage ou encore de la viticulture.
La PAC mobilise ainsi la globalité de ses instruments. Le premier pilier, consacré au volet agricole, dont il assure le soutien des revenus des agriculteurs et les mesures de marché à travers l'OCM unique. Le deuxième pilier, présenté comme étant au service du développement des zones rurales. Cette architecture que l'on connaît aujourd'hui est le fruit d'une lente évolution ponctuée de réformes successives. 1992, 1999, 2003, 2013, sachant qu'une nouvelle étape de réforme qui se fait attendre devrait quant à elle entrer en vigueur en 2003. Parmi les nombreux défis à surmonter pour cette nouvelle réforme, notre sujet pose la question des synergies que la PAC est censée provoquer pour l'attractivité des territoires, au regard des questions de développement rural, d'environnement ou encore d'alimentation. Avant même de creuser ces différents aspects qui doivent inévitablement nous projeter dans l'avenir, il nous est paru utile de vous présenter un rapide état des lieux de cette réforme en cours, ce que Louise Puel s'est employée à préparer. Avant de donner la parole à Louise, quelques mots concernant son parcours. Louise est diplômée du Master 2 droit de l'activité agricole et de l'espace rural depuis l'an passé, promotion 2019-2020, avec la mention très bien, il faut le dire, toutes nos félicitations. Nous n'avons pas eu l'occasion, puisque les remises de diplômes n'ont pas pu avoir lieu cette année, mais c'est bien à l'honneur que nous souhaitons mettre Louise Puel aujourd'hui. Pour le reste, Louise, cette année, se consacre à une année de césure auprès du réseau Semences Paysannes. Et il est prévu qu'elle rejoigne l'université puisqu'elle est engagée dans un projet doctoral pour la rentrée de septembre 2021. Louise, avec plaisir de te laisser la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'avoir la chance de participer à cette journée, cette matinée Jeune Doctrine. Et pour cela, je remercie vivement Madame Rochdy, Madame Aubin-Broussais. Madame Rochdy vous a présenté la structure actuelle de la politique agricole commune. Et avant d'aborder la notion d'attractivité des territoires ruraux, je vais m'employer à vous parler d'avenir et plus précisément de la future PAC qui s'appliquera à compter du 1er janvier 2023 et ce jusqu'en 2027. Où en sommes-nous dans le processus de réforme? Quels sont les équilibres politiques aujourd'hui présents au sein des institutions européennes? Et vers quoi on se dirige? Vers quel contenu pour la future PAC? Alors, comme vous le savez, le processus de réforme de la PAC a débuté en 2017 avec la publication par l'ancienne Commission européenne d'une communication intitulée « L'avenir de l'agriculture ». Un an plus tard, le 1er juin 2018, la Commission présentait son paquet législatif pour la future PAC, à savoir un ensemble de 3 propositions de règlements européens relatifs aux plans stratégiques nationaux, au PSN, au financement à la gestion et au suivi de la PAC, ce qu'on va appeler le règlement horizontal, et enfin à l'organisation commune des marchés agricoles, l'OCM agricole. C'est seulement à l'automne 2020, donc assez récemment, qu'on a obtenu les positions des différentes institutions européennes, des co-législateurs européens, Parlement et Conseil, sur ces propositions de la Commission. On le voit donc, le processus de négociation en interne a été particulièrement long et complexe. Pourquoi? D'abord parce qu'on a eu un calendrier institutionnel particulièrement dense, avec des élections européennes en mai 2019, avec un renouvellement de la Commission en juillet 2019. Ensuite, on a eu bien sûr des négociations compliquées par rapport au Brexit, et aussi sur le cadre financier pluriannuel, qui conditionne les budgets alloués aux politiques sectorielles de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'en l'absence d'accord sur ce cadre financier, il était jusqu'ici impossible de se projeter sur les mesures financières qui seraient incluses dans la future PAC. Alors tout récemment, en décembre 2020, on a eu finalement un accord sur ce budget européen qui permet aujourd'hui de se projeter dans l'avenir et d'avoir une vision à peu près sur quelle enveloppe sera allouée à cette future PAC. Globalement, en euros courants, c'est-à-dire hors inflation, on prévoit un maintien à peu près stable des enveloppes financières allouées à la PAC,
avec un niveau à peu près similaire à l'actuelle programmation, avec un total de 386 milliards d'euros alloués à la PAC. Ce montant est finalement bien supérieur à ce que la Commission proposait en 2018, puisqu'elle envisageait de réduire l'enveloppe allouée à la PAC de 20 milliards d'euros, avec une réduction de 27% du Fonds européen agricole pour le développement rural, le FEADER. Finalement, le FEADER aura une enveloppe plutôt stable, il va même être renforcé de 8 milliards d'euros au titre du plan de relance européen, adopté afin de faire face à la crise sanitaire. Enfin, dernier point sur le calendrier, pour ce qui est de la période actuelle, 2021-2022, un règlement transitoire a été adopté au niveau européen le 23 décembre dernier afin de prolonger l'application des dispositions de la PAC actuelle et les financements jusqu'au 31 décembre 2022. Alors le 21 octobre 2020, il y a à peu près 6 mois, le Conseil des ministres a arrêté sa position générale en bloc sur les propositions de la Commission de 2018 pour la future PAC. 3 jours plus tard, c'était au tour du Parlement européen de se prononcer et les députés ont voté ainsi sur des centaines d'amendements, article par article. L'enjeu maintenant, c'est de parvenir à un compromis institutionnel entre d'un côté la Commission européenne et de l'autre les colégislateurs, le Parlement européen à travers sa commission agriculture, la Comagri, et le Conseil des ministres de l'agriculture qui est actuellement sous présidence portugaise. C'est justement l'objet de ce qu'on appelle les trilogues, qui ont débuté le 10 novembre dernier et qui se poursuivent encore à l'heure où je vous parle. Ces trilogues, qu'est-ce que c'est? Ils prennent la forme de réunions techniques, de réunions de travail interinstitutionnelles entre les 3 institutions où vont être débattus et discuter les différents aspects de la PAC afin de désamorcer les points de blocage et de parvenir à un accord. Alors actuellement, 3 niveaux de trilogue se déroulent en simultané depuis le 10 novembre. 3 réunions ont eu lieu concernant le règlement sur le plan stratégique national. Ensuite, 3 trilogues relatifs au règlement horizontal et 2 trilogues sur le règlement OCM, Organisation commune des marchés. La dernière réunion s'est tenue la semaine dernière, le 29 janvier. Alors, pour être honnête, c'est très compliqué de suivre les négociations et l'état des discussions qui ont lieu au sein de ces réunions, puisque le processus de négociation est particulièrement opaque. Ni le calendrier des réunions, ni les ordres du jour, ni les comptes rendus ne sont rendus accessibles au public. La seule manière de s'informer, ce que j'ai dû faire, c'est de visionner les retranscriptions vidéo des réunions de la Commission agriculture du Parlement, au cours desquelles, de temps en temps, les députés rapporteurs sur les 3 textes prennent la parole pour faire des petits débriefings de l'état des échanges lors des dernières réunions. On est sur des prises de parole de seulement 3-4 minutes, donc on a un niveau d'information sur ces trilogues qui est particulièrement faible, avec un processus très peu transparent qui amène à s'interroger sur le caractère démocratique de cette procédure. Alors malgré tout, quels sont les points qui sont actuellement discutés au sein de ces trilogues? Dans le premier trilogue, on parle principalement de l'architecture verte de la PAC et de la conditionnalité des aides directes européennes. Par exemple, au cours de la réunion du mois de décembre, Parlement et Conseil ont réussi à s'accorder sur certaines, ce qu'on appelle les bonnes conditions agricoles et environnementales des terres, les BCAE, qui conditionnent le versement des aides européennes. Au niveau du règlement horizontal, maintenant, l'essentiel des discussions, sans surprise, elles vont porter plutôt sur le nouveau modèle de performance et le nouveau modèle de mise en œuvre de la future PAC. Enfin, au niveau du trilogue sur l'organisation commune des marchés, c'est le secteur viticole qui accapare la majorité des temps de parole et des discussions, puisque de nombreuses questions sont abordées sur notamment la prolongation des autorisations de plantation viticole jusqu'en 2040, voire en 2050, c'est ce que propose le Parlement européen. On parle aussi de vins désalcoolisés, de cépages interdits ou encore de l'étiquetage des bouteilles de vin. Le Parlement propose par exemple d'y inscrire la teneur en calories et les ingrédients contenus dans le vin. Mais ce trilogue est aussi l'occasion de discuter du rôle des organisations de producteurs, des interprofessions agricoles, mais aussi des indications géographiques européennes.
En décembre toujours, les colégislateurs se sont mis d'accord, par exemple, pour introduire la notion de développement durable dans les indications géographiques européennes. Alors au sein de ce trilogue, les désaccords portent principalement sur les mécanismes de gestion des crises. Par exemple, l'aide au stockage privé ou public, les mesures de contingentement des volumes de production, les retraits volontaires, etc. Ce sont des mécanismes qui sont défendus bec et ongle par le Parlement européen, et notamment par le député rapporteur sur ce règlement, qui est Éric Andrieux, député de l'Hérault du groupe socialiste et démocrate. En revanche, le Conseil, lui, se montre particulièrement frileux vis-à-vis de ces mécanismes de régulation des marchés agricoles. Il semblerait qu'il ait encore confiance dans la main invisible du marché. En résumé, on est aujourd'hui dans la phase finale du processus décisionnel. Et même si de nombreux désaccords subsistent, on l'a vu, on commence quand même à avoir une vision globale de ce vers quoi on se dirige pour 2023-2027. Je vous propose donc maintenant d'aborder ensemble le contenu de la future PAC de manière très schématique. Quelles sont les grandes orientations qui se profilent pour l'avenir? Alors tout d'abord, le mode de gouvernance de la PAC va être renouvelé, repensé, restructuré dans une logique de décentralisation. Concrètement, au niveau européen, on va fixer 9 objectifs communs à tous les États membres et on va aussi lister les types d'interventions qui vont être mises en œuvre et financées par le FEAGA, le fonds finançant les mesures du premier pilier de la PAC, et le FEADER, qui finance les mesures du second pilier. Chaque État membre va ensuite élaborer un plan stratégique national, un PSN. Il s'agit d'un document d'orientation et de mise en œuvre de la PAC sur les territoires de chaque État membre. L'État, dans ce PSN, va ensuite décliner, pour chacun des 9 objectifs fixés au niveau européen, des indicateurs d'impact, de résultats, de performance. Il va identifier les besoins spécifiques à son territoire, les chiffrer, les quantifier, et mettre en œuvre les mesures ciblées afin d'y répondre. Alors certains craignent que ce nouveau mode de gouvernance conduise à une renationalisation de la PAC, voire à un désossage de la PAC, qui de politique agricole commune deviendrait une politique agricole concurrentielle, un nouveau cycle pour la PAC. Et là, je cite les sénateurs français qui se désolent en disant que ce nouveau mode de gouvernance conduirait à exacerber la course au dumping social et environnemental entre pays européens. D'autres, au contraire, y voient l'opportunité d'investir ces marges de manœuvre, cette nouvelle flexibilité offerte aux États membres, pour conduire de véritables projets nationaux de politique agricole. Alors un point de vigilance tout de même, cela supposerait une réelle ambition politique de la part des États membres, et notamment au niveau environnemental. Or, à l'heure actuelle, on ne peut pas dire que les États soient moteurs dans la mise en œuvre des mesures d'écologisation de la PAC. Au contraire, ils font plutôt preuve d'un certain désengagement, d'un certain laxisme, par exemple dans la définition des critères d'éligibilité aux aides européennes. Je pense tout particulièrement à la définition des bonnes conditions agricoles et environnementales des terres, les BCAE, mais aussi aux conditions d'octroi du paiement vert, par exemple. En France, on a tout de suite mis en place un régime dérogatoire permettant de poursuivre la monoculture de maïs à travers, par exemple, le schéma certification maïs. Alors, des garde-fous vont être quand même prévus pour la future PAC au niveau européen pour garantir un certain degré d'harmonisation entre les différents plans stratégiques nationaux. La Commission européenne, on va lui notifier les PSN des États membres, elle va les évaluer et tous les ans, elle va évaluer la performance de leur mise en œuvre. C'est ce qu'on va appeler le New Delivery Model, le nouveau modèle de mise en œuvre de la PAC. Désormais, on va évaluer la mise en œuvre de cette PAC au regard des performances et non plus de la simple conformité, en passant d'une politique de moyens à une politique de résultats. Alors en France, rapidement, où en est-on dans la préparation de notre plan stratégique national? Comme vous le savez, en février 2020, après une phase de consultation des acteurs professionnels, syndicats, etc.,
un diagnostic préalable a été publié par le gouvernement. Dans la foulée, une large phase de consultation publique a été lancée, avec notamment une plateforme en ligne, la plateforme Impacton, que vous connaissez sans doute, mais aussi à travers la réunion au sein d'une assemblée délibérative de 129 citoyens tirés au sort, et qui étaient réunis pour discuter des modalités d'un nouveau contrat social pour la future PAC. Alors tout récemment, il y a 3 semaines, le 7 janvier 2021, la Commission nationale du débat public a publié la synthèse de cette phase de consultation. Elle publie ainsi pas moins de 1083 propositions qui vont être transmises au gouvernement et auxquelles le ministère de l'Agriculture devra répondre dans un délai de 3 mois, c'est-à-dire avant le 7 avril 2021. Ces propositions, elles portent principalement sur la nécessité d'assurer une juste rémunération des agriculteurs et d'aller vers un modèle plus agroécologique. Julien Denormandie, le ministre de l'Agriculture, a affirmé fin novembre qu'une première version du plan stratégique national serait disponible et publiée durant les mois de février ou mars 2021, c'est-à-dire demain. Celle-ci devra être de nouveau soumise à consultation publique avant d'être notifiée à la Commission européenne. À noter enfin que le 18 décembre dernier, la Commission a remis à la France ses recommandations indicatives pour la construction de son plan stratégique national. Elle y exhorte par exemple la France à soutenir à travers son PSN l'investissement, les énergies renouvelables sur les exploitations, à réduire les taux de nitrates de pesticides dans l'eau ou encore à soutenir l'agriculture biologique. En 2018, la Commission européenne annonçait pour la future PAC une révolution. Une PAC complètement repensée en profondeur, renouvelée. On l'a vu, le nouveau modèle de gouvernance que je viens de vous présenter reflète cette envie d'aller vers un nouveau modèle, même s'il reste très critiquable sur de nombreux points. On ne saurait cependant en dire autant des instruments qui vont matérialiser, concrétiser sur les territoires cette future PAC 2023-2027, puisqu'on garde une structure bicéphale en 2 piliers, premier pilier, second pilier, et que globalement, les institutions proposent de recycler les instruments et les mesures d'intervention déjà existantes dans la programmation PAC actuelle. On retrouve l'aide de base aux revenus, le paiement complémentaire, les aides couplées dans le premier pilier, mais aussi l'aide aux jeunes agriculteurs, l'indemnité compensatoire des handicaps naturels, les MAEC, etc. Des nouveautés sont toutefois intégrées dans la future PAC relativement aux modalités de versement des aides et aux conditions d'éligibilité aux aides européennes. Par exemple, les débats autour de cette future PAC sont l'occasion de renouveler les discussions sur la notion d'agriculteur actif. La Commission propose en effet qu'il devienne obligatoire pour les États, et non plus facultatif comme c'est le cas actuellement, de cibler les aides de la PAC sur les seuls véritables agriculteurs. Et là, j'utilise les termes de la Commission. Chaque État membre serait ainsi libre de définir lui-même cette notion à partir d'une définition cadre qui, elle, serait fixée au niveau européen. Cette définition cadre énoncerait les éléments essentiels à prendre en compte dans l'appréciation de ce qu'est un véritable agriculteur, notamment, je cite, le revenu, la main-d'œuvre occupée sur l'exploitation, l'objet social de l'entreprise, l'inscription à des registres nationaux, etc. Le Conseil freine des 4 fers, n'est pas d'accord avec cette proposition de la Commission. Lui aimerait que cela reste un mécanisme facultatif pour les États membres. Au contraire, le Parlement européen soutient la Commission dans sa démarche et insiste sur la nécessité de maintenir un modèle d'exploitation familiale et de garantir qu'aucune aide n'est accordée à des personnes physiques ou morales qui gèreraient des aéroports, des services ferroviaires, des centres de loisirs, des terrains de golf, etc. Autre nouveauté, un mécanisme de dégressivité et de plafonnement des aides directes va être mis en place. C'est ce que propose la Commission européenne, qui propose une dégressivité à partir de 60 000 € d'aides directes reçues par exploitation,
avec la possibilité de déduire des montants perçus, le coût du travail salarié, le coût du travail familial. Sur ce point, ici aussi, Parlement et Conseil ne sont toujours pas arrivés à un accord, puisque le Parlement propose que cette dégressivité ne s'applique à partir de 100 000 € perçus par exploitation, et que le plafonnement ne se déclenche qu'à partir de 500 000 € d'aide du premier pilier reçue par personne physique, et 1 million d'euros pour les aides à l'investissement. La position du Conseil est encore moins ambitieuse que celle du Parlement sur ce point, puisque ici aussi, il demande à ce que le plafonnement et la dégressivité restent facultatifs pour les États membres, donc on maintienne le statu quo actuel. En réalité, c'est plutôt au niveau de l'architecture verte de la PAC que des nouveautés vont être introduites à partir de 2023. Certes, on reste sur un modèle d'écologisation en strate, en lasagne, avec tout en haut de la pyramide d'écologisation les mesures agro-environnementales et climatiques, les MAEC, qui vont rester financées dans le cadre du second pilier de la PAC. On garde aussi au premier niveau le mécanisme d'éco-conditionnalité des aides européennes. Celui-ci sera néanmoins renforcé puisqu'il absorbera désormais le paiement vert. Je m'explique. Le paiement vert dans la future PAC va être supprimé et les 3 critères qui ont conditionné le versement vont être transférés sur la conditionnalité générale des aides directes européennes et transformés en BCE, bonnes conditions agricoles et environnementales des terres. Petite précision à ce sujet d'ailleurs, l'obligation de diversification des affolements qui existent en matière de paiement vert à l'heure actuelle deviendra une obligation de rotation des cultures, ce qui a normalement un impact environnemental encore plus bénéfique. Cela inquiète cependant grandement la filière maïs et maïs semences en France. Par exemple, il y a de cela 2 semaines, un sénateur Les Républicains a sollicité a interpellé le ministère de l'Agriculture en demandant si un nouveau régime dérogatoire sera prévu dans le cadre du plan stratégique national pour permettre de déroger à cette obligation de rotation des cultures et de poursuivre les pratiques de monoculture du maïs en France. La vraie nouveauté en matière environnementale, ce sont en fait les programmes pour le climat et l'environnement, qui vont se matérialiser à travers ce qu'on appelle les éco-régimes. Ces éco-régimes seront ouverts dans le cadre du premier pilier de la PAC et financés exclusivement sur crédits européens. Il s'agit d'un paiement complémentaire aux revenus destiné à soutenir les agriculteurs volontaires qui s'engageront sur les hectares admissibles à respecter des pratiques bénéfiques pour l'environnement allant au-delà des obligations liées à la conditionnalité des aides directes. Cet engagement pourra être annuel ou pluriannuel. C'est ce qui va le différencier notamment des MAEC du second pilier de la PAC, qui, elle, implique une contractualisation sur 5 voire 7 années. La Commission européenne table beaucoup sur cette flexibilité temporelle, puisqu'elle pense qu'introduire des contrats d'une durée très courte, d'une seule année parfois, à travers ces éco-régimes, permettra de convaincre plus d'agriculteurs de s'engager à respecter des pratiques environnementales plus vertueuses. Ce sont les États membres qui vont établir la liste des pratiques incluses dans ces éco-régimes. Mais le 14 janvier 2021, la Commission a quand même publié une liste indicative de pratiques que les États membres pourront mobiliser et rémunérer à travers ces paiements écologiques. On retrouve dans cette liste, par exemple, l'agriculture biologique, l'agroforesterie, l'agriculture de précision, de conservation des sols, la lutte intégrée contre les ravageurs, ou encore le bien-être animal. À ce propos, d'ailleurs, certaines pratiques incluses dans la liste de la Commission peuvent surprendre. Par exemple, on peut y lire la ventilation des bâtiments pour faire face au stress thermique des animaux, la vaccination des animaux, ou encore l'utilisation d'additifs alimentaires pour réduire les risques sanitaires d'infection. Autant de pratiques pour lesquelles l'agriculteur pourrait à l'avenir être rémunéré à travers les éco-régimes, mais dont l'efficacité environnementale peut sérieusement être questionnée. Le volet environnemental de la future PAC conduit aussi, enfin, à de vifs débats sur le budget alloué à ces différentes mesures d'écologisation. Le Conseil et le Parlement européen se déchirent en ce moment même au sein des trilogues
pour savoir quelle part de l'enveloppe allouée au paiement direct du premier pilier devra être obligatoirement fléchée par les États membres et réservée aux écorégimes. Sur ce point, la Commission européenne ne prévoyait pas d'enveloppe minimale. Au contraire, le Parlement européen propose, lui, de fixer un taux minimal de 30% au bénéfice des écorégimes. Le Conseil trouve cela excessif, en revanche, et propose de réduire ce taux à 20%. Les institutions sont donc en train de débattre de la fixation d'un taux déjà assez peu ambitieux, puisque 30% c'est le montant de l'enveloppe qui doit d'ores et déjà être affecté au paiement vert à l'heure actuelle. Et cela de plus, alors même qu'ils ne connaissent pas encore le contenu de ces écorégimes. Enfin, la Commission européenne propose que les États membres puissent librement transférer jusqu'à 15% du montant de l'enveloppe des paiements directs vers les mesures du second pilier, et inversement du second vers le premier pilier. Pire encore, le Conseil des ministres entend porter ce taux à 25%, voire 30% pour certains États membres. Alors ça fait grandement réagir les députés européens qui sont conscients du danger que cela représente pour le financement des mesures du second pilier et qui proposent de limiter la possibilité de transfert du second vers le premier pilier à seulement 5% de l'enveloppe. On constate donc, avec tous ces éléments, qu'au niveau environnemental, la future PAC ne sera pas beaucoup plus verte que la PAC actuelle. Pourtant, l'environnement constitue véritablement le leitmotiv des institutions européennes. Pour légitimer le versement d'aides publiques aux agriculteurs, elle mobilise pléthore de concepts, de théories économiques. On parle de multifonctionnalité de l'agriculture, de rémunération des aménités environnementales, de fourniture de biens publics, etc. Mais au-delà de ce discours, de cette stratégie de légitimation, il ne faut pas s'attendre à une révolution agroécologique à partir de 2023. Au contraire, la PAC illustre, si je puis me permettre, une situation de dépendance au sentier ou de poids de l'habitude. Ce sont des notions développées dans le domaine des sciences sociales qui proposent d'expliquer l'inertie des politiques publiques par le fait que les décideurs politiques sont influencés par leurs choix passés et peinent de fait à s'émanciper du sentier tracé par les réformes précédentes. Et ça s'illustre très bien au niveau de la PAC, puisque la nouvelle PAC, de 1, ne remet pas en question la clé de répartition des aides agricoles, qui resteront versées à l'hectare et non pas à l'actif agricole, comme c'était proposé par plusieurs syndicats, en France notamment. Deuxièmement, la PAC va poursuivre le processus de déréglementation des marchés agricoles dans une logique néolibérale, et elle va recycler globalement les instruments qui sont déjà en place depuis, pour certains, 99. Ces choix, loin d'être neutres, sont vecteurs de valeur. Ils traduisent une prise de position en faveur d'un certain modèle agricole, plutôt productiviste. De fait, on peut craindre que la future PAC 2023-2027 ne parvienne pas à mettre en œuvre les engagements inscrits dans le Green Deal européen, porté par la nouvelle Commission européenne von der Leyen, ou encore les engagements pris dans la stratégie de la Commission de la ferme à la fourchette, qui ambitionne d'ici à 2030 une baisse de 50% de l'utilisation des pesticides, une baisse de 20% des engrais de synthèse, et d'atteindre 25% des surfaces agricoles européennes en agriculture biologique. Pour rappel, ces stratégies, elles n'existaient pas en 2018 lors de la formulation par l'ancienne Commission européenne de ces propositions pour la future PAC. Alors la situation est de plus en plus tendue au sein des institutions européennes. Certains députés de la Commission agriculture du Parlement qualifient de catastrophiques, je les cite, les négociations actuelles au sein des trilogues. Apparemment, le Conseil refuserait tout dialogue et serait dans une position de blocage systématique en campant sur ces positions qui sont moins ambitieuses globalement que celles du Parlement au niveau environnemental mais aussi social. Les discussions sur l'architecture verte de la PAC, par exemple, qui avaient débuté au sein d'une réunion en décembre entre les institutions, ont dû être reportées parce que la situation de blocage était inextricable.
Les groupes socialistes et démocrates, Verts et la gauche unitaire européenne relatent aussi des dysfonctionnements dans l'organisation même des trilogues, avec des retards de communication d'informations, etc. Ils dénoncent aussi la position adoptée par le député rapporteur sur le règlement sur les plans stratégiques nationaux, qui est Peter Jahr, du groupe PPE, Parti populaire européen, qui se montrerait apparemment beaucoup trop conciliant avec la position du Conseil et qui ne remplirait de fait pas son rôle de représentant du Parlement en tant qu'institution globale. Malgré tout, la ministre de l'Agriculture portugaise, puisque comme je vous l'ai dit, le Portugal assure maintenant la présidence du Conseil, elle a fait une allocution devant les députés de la Commission Agriculture du Parlement la semaine dernière, le 25 janvier 2021. Et lors de cette allocution, elle a réaffirmé son ambition de parvenir à une version finale des 3 règlements européens pour la future PAC entre les mois de mars et juin 2021, c'est-à-dire dans une échéance très très courte. Reste que les questions du revenu des agriculteurs, de la régulation des marchés, de l'installation en agriculture, mais aussi de l'alimentation et du développement et de l'attractivité des territoires ruraux sont les grands absents de ce débat autour de la future PAC. Espérons que ces questions soient traitées avec une plus grande attention dans le futur plan stratégique national français, à la hauteur des enjeux qu'elles représentent. Merci de votre attention. Merci Louise. Alors j'avais eu la chance l'année dernière d'accompagner Louise lors de la préparation d'une journée animée par les étudiants du Master 2 droit de l'activité agricole et qui était consacrée aux nouvelles technologies. Et Louise était intervenue sur, de mémoire, la dématérialisation des procédures en agriculture et son intervention avait été remarquée. Et dans les propos introductifs d'aujourd'hui, je retrouve ces qualités de clarté, de spontanéité et d'engagement qui la caractérisent. Donc merci Louise.